Dans cette capsule, on va voir en quelques minutes comment élaborer un projet de recherche qui répond aux contraintes de faisabilité dans le contexte de la réalisation d'un projet de recherche dans un cours. Qu'est-ce que la faisabilité dans le contexte d'un projet de recherche? C'est la capacité qu'on a à déterminer si il est réaliste d'accomplir notre projet de recherche. Donc, en général, lorsqu'on fait de la recherche, pour le faire, on va aller chercher des ressources financières, donc il faut faire des demandes de subventions. Puis, la démonstration de la faisabilité du projet de recherche est un critère important pour savoir si on va arriver à nos fins, donc à réaliser le projet qui est proposé. Dans le cadre d'une formation, donc si vous élaborez un projet de recherche dans le cadre d'un cours, bien, les contraintes les plus fréquentes, c'est les contraintes de temps, lorsque le projet de recherche doit être complété entièrement dans le temps d'une session, et également des contraintes liées aux ressources financières qui sont limitées. Il y a aussi d'autres contraintes là, qu'on verra, notamment par rapport à l'expertise. De façon plus détaillée, on peut aborder quatre grandes catégories de contraintes liées à la faisabilité. La première, c'est en lien avec les contraintes liées à l'éthique. Donc, bon, on ne peut pas voir de façon exhaustive là, toutes les contraintes liées à l'éthique. Ça prend une bonne formation en éthique avant de pouvoir élaborer un projet de recherche qu'on va effectuer avec des participants. Mais il faut s'assurer de respecter la vie privée des gens. Donc, il y a des données qu'on peut collecter, d'autres qu'on ne peut pas, dépendamment qui appartiennent au domaine public. Et bien sûr, si on a ou pas l'autorisation des participants à collecter ces données. Les populations vulnérables sont protégées, donc on va parler de personnes qui ont certaines conditions, des personnes mineures par exemple. Ces personnes-là peuvent être étudiées, mais il va y avoir des règles très spécifiques qui vont s'appliquer, donc on va éviter d'adresser une question de recherche qui comporte une population vulnérable dans le contexte d'un cours de recherche. Et on doit veiller à limiter les inconvénients pour les participants de recherche. Donc, ce qui pourrait s'appliquer le plus dans le cadre d'un cours, ce serait vraiment d'éviter des questions qui seraient très sensibles, très personnelles. Donc, on va essayer d'éviter d'être intrusif dans nos questions, que ce soit dans le contexte d'une entrevue ou d'un questionnaire. Au niveau financier ou matériel, on a aussi plusieurs contraintes, comme en général, il n'y a pas de subventions qui sont accordées pour de la recherche qui se fait dans le cadre d'un cours. Donc, il y a plein de méthodes de recherche qui ne demandent pas de frais, mais il faut quand même y penser quand on élabore notre projet de recherche. Donc, si on a quelque chose qui implique, par exemple, des déplacements, du matériel, des technologies plus avancées, ben, ça ne pourra pas fonctionner dans le cadre d'un cours là, de recherche, dans le cadre d'un projet de recherche qui se fait par un étudiant. Même chose au niveau du temps. Si vous voulez faire une étude pour voir l'évolution dans le temps entre les générations, par exemple, bien, vous ne pouvez pas faire un devis longitudinal où vous allez suivre les gens. Vous n'avez pas plusieurs années pour réaliser votre projet de recherche, mais vous pouvez adopter d'autres stratégies. On va en parler un petit peu plus loin. Finalement, en termes d'expertise, donc il faut vous assurer que vous êtes en mesure de réaliser l'étude que vous proposez. Donc, vous ne pourrez pas, par exemple, faire une entrevue clinique ou une évaluation neuropsychologique si vous n'avez pas la formation pour le faire. On pourrait ajouter une cinquième contrainte qui serait l'accès à la population. Donc, si vous voulez étudier des enfants de 5 ans qui ont un diagnostic de TDAH, ça va être très difficile à trouver. Premièrement, c'est très spécifique. Puis, deuxièmement, c'est plus tard en général qu'on fait ce diagnostic-là. Fait qu'il faut réfléchir quand vous cernez une population, est-ce que c'est une population à laquelle vous allez être en mesure d'avoir accès dans le contexte où vous réalisez votre étude. Imaginez que vous êtes un enseignant qui recevez les sujets de recherche de l'ensemble de vos étudiants, puis que vous tombez sur cette suggestion-là. Étudier le développement du cerveau entre l'âge de 0 et 6 ans chez les enfants qui écoutent de la musique classique plus de 2 heures par jour. Donc, quels seraient les éléments liés à la faisabilité qui seraient problématiques ici? Vous pouvez faire pause pour prendre un instant pour y réfléchir puis tenter de répondre. Donc, je vous donne la réponse. Ici, on aurait, bon, étudier le développement du cerveau, ça nous demande des technologies auxquelles on n'a pas accès. Entre l'âge de 0 et 6 ans, ici, on n'a pas le temps requis pour pouvoir suivre une cohorte sur une aussi longue période. Chez des enfants, donc si on veut étudier directement les enfants, c'est problématique parce que c'est dans la catégorie des populations vulnérables qui écoutent de la musique classique plus de 2 heures par jour. Donc, on a une population ici qui est très difficile à accéder
parce que ça va être très difficile de trouver des enfants qui sont dans cette situation-là. Il y a vraiment beaucoup de stratégies qui existent pour pouvoir contourner les contraintes liées à la faisabilité d'un projet. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'on fait un projet dans le cadre d'un cours, puis qu'on est limité dans le temps, puis dans les ressources financières, qu'on ne peut pas faire une étude qui est pertinente et intéressante pour l'avancement de l'école des connaissances. Je vous donne ici quelques pistes de réflexion, mais il n'y a pas vraiment de limite là, aux idées qu'on peut avoir. C'est vraiment ici où on peut mettre à l'œuvre notre créativité pour essayer de trouver des stratégies pour arriver à nos fins malgré les contraintes auxquelles on doit faire face. Par exemple, le fait d'être limité dans le temps. Donc, dans une session, si on exclut là, l'introduction au début et l'évaluation à la fin, il nous reste à peu près 3 mois pour faire un projet de recherche et encore moins sur le terrain. Donc, si on veut, par exemple, mesurer l'évolution dans le temps, si on s'intéresse à la psychologie du développement, par exemple, ben, c'est pas possible de le faire dans le cadre d'une étude longitudinale où on suivrait les gens là, dans leur développement, dans leur vieillissement. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait, par exemple, ici, adopter la stratégie de comparer des cohortes. Donc, on pourrait comparer des jeunes adultes avec leurs parents, par exemple. Il y aurait bien sûr des limites qui seraient associées à ça parce qu'il n'y a pas juste l'âge qui distingue deux générations, mais un contexte socio-culturel, historique qui peut avoir changé également, mais on peut en tenir compte dans nos analyses. Par rapport à l'accès limité à la population, ben, on peut utiliser des données publiques, donc pour aller chercher des personnalités connues et les témoignages qu'on pu faire là, dans les médias, ou on pourrait aussi référer à la mémoire de certaines personnes. Donc, on pourrait demander, par exemple, si on s'intéresse aux enfants, mais qu'on n'a pas accès à questionner des enfants, on pourrait demander aux étudiants de nous répondre en fonction de ce qu'ils se rappellent de leur enfance. Si on veut adresser ou s'intéresser à certaines problématiques comportementales, par exemple, on pourrait aller demander à des enseignants de nous parler des cas qu'ils ont déjà vécu en classe, là, de façon anonyme, par exemple. Donc, sans aller poser les questions directement aux étudiants. Si on veut s'intéresser à des personnes, des populations cliniques, donc on ne pourra pas questionner sur les diagnostics, les personnes qui sont les collègues de cours, mais on pourrait parler plutôt de manifestations symptomatiques. Donc, on ne pourra pas parler de troubles anxieux, mais on pourrait parler de manifestations de stress, par exemple, qui seraient bon, construit rapproché, là, puis sur un continuum de gravité, peut-être quelque chose de plus commun et de moins relié à un diagnostic clinique. Par rapport aux ressources matérielles, disons par exemple que vous aimeriez étudier euh, le sommeil de quelqu'un, vous n'avez pas accès à une polysomnographie, un laboratoire du sommeil, mais vous pouvez aller avec des mesures subjectives auto-rapportées. Donc, demander aux participants de rapporter leur perception de leur sommeil. Si vous vous intéressez à des mesures neuropsychologiques puis que vous n'avez pas accès à faire des batteries de tests neuropsychologiques, mais vous pouvez demander aux personnes de quantifier ou de commenter leur degré d'attention en classe, par exemple. Donc, il y a plusieurs stratégies là, qu'on peut utiliser. Si on veut estimer l'état de santé d'une personne, on pourrait, par exemple, demander le nombre de fois où cette personne-là consulte le médecin par année ou le nombre de prescriptions qu'il a par année. Donc, c'est des indices indirects, auto-rapportés, mais qui nous permettent d'avoir des indices qu'on ne peut pas avoir directement si on n'a pas les technologies ou les ressources financières pour pouvoir les étudier. Donc, c'est quelques exemples. Ne vous limitez pas à ça. Essayez vraiment de réfléchir, trouver des idées, faites des brainstorms en équipe, puis discutez des différentes options, puis valider avec moi également pour qu'on essaie de trouver les stratégies les plus créatives pour vous permettre d'évaluer votre objectif de recherche malgré les contraintes de faisabilité.